Dans une BD, un personnage peut se déplacer dans deux espaces différents, se déplacer dans l'espace du décor, là où se déroulent les lieux du récit, comme ici dans le jardin du comte de Champignac, et se déplacer dans l'espace de la page, comme ici où Spirou se déplace dans le strip du haut, de gauche vers la droite, à travers une séquence de 4 cases dont la taille commune renforce l'idée que l'on nous montre ici une même action continue. Le fait qu'il finisse sa pirouette et sa chute de la dernière case du strip est logique, car c'est un lieu propice pour conclure une action et ainsi mieux passer à un nouveau moment du récit, le strip suivant. On voit d'ailleurs que sur la case qui suit, Spirou est soudainement montré relevé, et c'est bien le passage à un nouveau strip qui nous a permis de nous faire accepter cette plus grande ellipse de l'évolution soudaine de son mouvement. Si les deux cases avaient été mises directement l'une à côté de l'autre, on aurait bien eu plus de mal à accepter cet enchaînement de représentation de mouvements. L'espace de la page structure et influence le mouvement des personnages. Dans cette petite vidéo, on va voir, grâce à plusieurs exemples, quelques réflexions que l'on peut construire autour de cette idée de la page comme espace de déplacement. Un personnage qui avance est souvent montré comme accompagnant le sens de la lecture, ce qui fait qu'au Japon, on se promène plus souvent de droite vers la gauche qu'en Belgique. Par exemple, selon l'origine de la BD, cet escalier donne plus l'impression de monter ou bien de descendre. Dans cette première version de Tintin en Amérique, Hergé avait dessiné une scène où Tintin descendait un tunnel dans le noir. Seulement, à cause du sens de la lecture, on avait l'impression qu'il montait un tunnel plutôt que de le descendre. Seul le texte nous donnait alors l'indication réelle du sens du mouvement. Et le même problème se répète également sur le dernier strip. Et puis, bien plus tard, dans la seconde version, Hergé, fort de beaucoup plus d'expérience, corrigera ce souci en gardant le même angle de tunnel, mais en faisant dire cette fois au dialogue qu'il est en train de monter, et puis, sur le quatrième strip, en changeant l'angle du tunnel qu'il est en train de descendre. Le sens de la lecture, le dessin et la narration sont ici bien unifiés. Toujours dans cette idée de sens dicté par la lecture progressive, pour représenter une idée de chute, le webtoon qui se scrolle de haut vers le bas et qui en plus est structuré dans un espace très vertical et donc bien enclin pour accompagner l'idée d'une chute. Dans une BD classique, pour renforcer l'impression de hauteur, mettre uniquement des cases verticales peut ne pas suffire, et cela peut être bien de renforcer la mise en scène par le sens de la lecture. Le lecteur peut alors être incité à descendre progressivement par un chemin à parcourir qui va dans ce sens. Par exemple, en ponctuant sa case de texte de plus en plus bas ou en créant un strip vertical. Dans ce type de mise en page, il y a une synergie entre l'idée du bas de la page et celle du sol, ce qui peut renforcer doublement le mouvement d'un personnage en train de descendre. En ce sens, dans ces pages d'Invincible et de Donjon, commencer la chute par un strip aux cases longues pour conclure ensuite la chute par une case unique englobant toute la largeur est une mise en scène particulièrement efficace. On a pu voir ici que l'on peut considérer les cases et le texte comme des points de repère fiables d'un chemin de randonnée. Un lecteur peut avoir un regard qui se disperse et ce pour beaucoup de raisons, mais les cases et les bulles sont des points d'accrochage forts pour capter son regard et le diriger à travers la page. Les pages, les cases, les strips, les gouttières sont autant d'outils venant structurer l'espace d'une BD. La représentation du mouvement d'un personnage peut tenir compte de ces différents compartiments pour s'harmoniser avec eux. Par exemple, la fin d'un strip ou d'une page pour arrêter un mouvement. Aussi, une case peut être plus allongée que celle qui la précède pour accentuer l'idée d'accélération de la prise de vitesse d'un personnage. Et ce dernier peut être montré comme sortant du cadre et coupé à la marge pour montrer qu'il quitte un lieu, etc. Les exemples du genre sont nombreux, dans une idée où la case va s'adapter à l'action en cours pour la valoriser. Mais on peut pousser un peu plus ce principe vers une mise en scène qui franchit la barrière du méta, et les personnages auront parfois eux-mêmes conscience qu'ils se déplacent et s'inscrivent dans l'espace d'une page, ce qui confère à la page et à ses structures une réalité et donc une fonction qui se mélange encore davantage à celle du décor, un ensemble qui semble offrir un même niveau d'interactivité pour le personnage. On connaît bien sûr Deadpool et She-Hulk pour cet aspect de leur récit, comme ici où la personnage sursignifie l'idée que de franchir une case, ça peut être aussi d'opérer une transition de lieu. Pour moi ici, l'idée de quatrième mur est surtout indiquée par le discours méta que portent les personnages, car certaines de leurs mises en scène pourraient aussi se retrouver dans des BD classiques, tant les auteurs nous habituent à jouer avec les codes de la BD de manière assez libre, et à laisser leurs personnages avoir une interaction voyante avec les différents codes et compartiments avec lesquels ils cohabitent. Par exemple, l'auteur Fred joue bien avec ces tensions de méta et non méta, qu'il justifie aussi à sa manière par le genre de l'absurde et du surréalisme. Ici, il crée une boucle temporelle basée sur le mouvement des personnages, le sens de la lecture et l'aspect fixe des images d'une BD sur lesquelles on peut revenir sans cesse. Dans cet exemple, la page comme espace de déplacement se fait très ressentir, et notamment par la relation entre les cases dont les dessins sont en partie prolongés à travers elles. L'auteur s'amuse également à y changer l'ordre de lecture classique par une injonction d'un personnage, qui nous ordonne non pas de continuer sur la droite, mais plutôt de revenir
revenir en arrière pour descendre et faire le tour complet. Cela vient accentuer l'idée de désorientation et perturber le sens de la lecture est donc aussi un bon moyen pour que le lecteur se projette dans le sentiment de perdition d'un personnage. Franchir une gouttière ou une page peut donc renforcer l'impression de passer d'un espace à l'autre, de montrer une progression de l'avancée. Une mise en scène peut alors porter un propos unifié entre l'idée de franchissement d'espace de la BD et celui du décor. Par exemple, comme l'avait fait remarquer Benoît Peters, il y a ici une correspondance entre le geste d'ouvrir une porte et le geste de tourner la page pour entrer dans un nouvel espace. Autre exemple du genre, où c'est la jonction entre deux pages en vis-à-vis qui va être utilisée pour renforcer un mouvement. Dans Invincible, les auteurs ont fait en sorte qu'ici, le strip du bas se prolonge sur toute la double page. Le personnage est projeté vers l'avant par son ennemi, et les deux cases centrales du strip qui opèrent la liaison entre les deux pages sont reliées par un mouvement clairement appuyé en deux temps. La tête d'Invincible est d'abord plus verticale, comme résistant à l'impact, pour ensuite être davantage mise vers l'avant. Cela donne l'impression que l'ennemi a appuyé avec plus de force pour faire passer sa victime vers la page de droite, et cela valorise son action tout en aidant à opérer la transition entre les deux pages. Merci à Romain, avec qui j'avais fait la vidéo sur le système de la BD et l'art invisible, de me l'avoir fait remarquer. Je me mordais les doigts de ne pas en avoir parlé dans ma vidéo d'analyse de ce combat. Les cases et leurs dérivés peuvent donc jusqu'à devenir un espace matériel avec lesquels les personnages peuvent interagir, comme s'il s'agissait de petits habitacles ou cadres d'un tableau, des espaces à franchir en même temps que celui du décor. Et même quand un personnage ou récit ne se veut pas franchir le quatrième mur, c'est un élément qui va profondément structurer ses mouvements et son corps. Les cases, présentes dans la majorité des BD, sont donc un élément qui ont un rôle actif dans la narration, mais dans le flux de la lecture d'un récit captivant, elles peuvent rester relativement en retrait à nos sens, avoir un rôle de faire-valoir du décor et des personnages, comme par exemple cette mise en scène classique où un perso va déborder de sa case pour montrer une avancée. Mais leur soudaine absence peut se faire très ressentir, et quand le fond est laissé entièrement blanc, la page peut prendre une nouvelle dimension, comme celle d'un purgatoire, un vide où le personnage est en train de errer. Faire disparaître les cases et le décor peut aussi permettre de valoriser autrement le mouvement d'un personnage, comme ici où cela accroît le sentiment de rapidité et d'aisance de Tokiyuki face aux autres personnages qui eux ne sont représentés qu'une fois dans cet espace unifié. Pour plus de détails sur ce sujet, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai consacrée aux personnages multiples de la BD. Mais un auteur peut aussi se servir de cet espace global qu'est la page pour planter un grand décor, soit en le divisant quand même dans des cases, soit en le laissant uni. Dans ce second cas, on peut voir que l'on peut pourtant continuer l'idée narrative de la BD de juxtaposer plusieurs fois un même personnage pour représenter son mouvement et l'évolution de ses actions. On voit que l'on a dans ces exemples toujours l'idée de points de repère pour guider le lecteur, mais ici, l'impression d'un personnage qui se déplace de l'espace de la page, en même temps que dans celui du décor, est encore renforcée. Et bien sûr, l'idée de temporalité ambiguë que peut posséder le décor fixe d'une BD face à des personnages mouvants est encore ici plus mise à l'épreuve. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo et on va donc éviter habilement ce trou noir. Par contre, j'ai envie de rattacher ce type de mise en page avec le thème du jeu. Déjà, il y a les jeux type jeux de loi que l'on pouvait retrouver dans certains magazines, comme avec la petite Lucie dans le magazine Spirou, ou même plus directement dans les pages de garde de Billy the Cat sur lesquelles j'avais joué quand j'étais petit. Ici, dû à l'objet auquel ces pages sont rattachées, je ne sais pas si on peut dire que c'est une forme de BD ludique, mais le fait de pouvoir y déplacer un pion à travers des cases au cours desquelles il se déroulent divers événements est encore un autre moyen de renforcer cette idée de page comme espace de déplacement qui se confond ici avec le plateau de jeu. D'ailleurs, un peu de la même idée, il existe des mises en scène où on va pouvoir suivre un personnage se déplacer à travers un labyrinthe ou un parcours à épreuve et devenir ainsi une sorte de petit jeu le temps d'une page. On reste dans la même idée de suivre le déplacement d'un personnage à travers ces différentes itérations, mais sous un aspect plus ludique. Ici, j'ai l'exemple des tomes 31 et 32 de la BD Les Petits Hommes. L'auteur Seron est d'ailleurs connu pour aimer jouer de manière méta avec les codes de la BD. Ici, le récit raconte un moment où ces personnages sont projetés dans une sorte de jeu vidéo, ce qui pousse encore davantage le lecteur à aborder ces pages comme telles. Quand j'étais enfant, j'essayais d'imaginer tous les passages que le héros devait parcourir, en me demandant comment il pouvait faire pour s'en sortir avant de passer à l'étape suivante. C'est typiquement un de ces rares cas où l'auteur nous pousse à combler activement l'ellipse qui s'opère entre deux moments, et même pas besoin de gouttière ou de cases distinctes pour cela. Comme je le dis souvent, la lecture d'une BD se fait aussi de manière non linéaire. Notre œil peut s'accrocher à une case plus lointaine, on peut opérer des liens entre deux cases qui ne se suivent pas dans l'ordre de lecture, faire des allers-retours et des comparaisons, on peut relire un dialogue ou une page qui précédait pour revoir une info avec fluidité,
etc. Il en est de même pour le déplacement des personnages, qui peut s'opérer au-delà de la lecture linéaire de base. Déjà, pour prendre l'exemple contraire, l'inertie d'un personnage peut être montrée par sa position stable à travers les pages. Ici, dans les pages 74 et 76, Zoro a non seulement une position de face figée, mais qui en plus se situe dans deux cases au format très similaire et positionnées presque au même endroit dans leurs pages respectives. Une double inertie qui renforce le stoïcisme de Zoro et qui fait appel à la mémoire sur le court terme du lecteur. Mais la régularité de la position d'un perso dans une page peut au contraire accompagner un mouvement et son but. Dans cette page de PTSD, Jun, qui traque un groupe de gens à abattre, est constamment montrée au centre de la page. Cela montre son pas déterminé, le fait qu'elle se ferait un passage dans la foule, et aussi son avancée en ligne droite ininterrompue qui vient atténuer les interruptions des autres cases qui s'alternent entre temps. C'est encore une autre manière de valoriser les espaces symboliques de la page. Pour d'autres exemples, je vous invite à regarder mes vidéos sur les analyses de baston en BD, où les jeux de placement et de mouvement des personnages sont un enjeu très valorisé. Aussi, on a déjà pu voir dans cette vidéo certaines pages qui nous poussent à les aborder de manière plus globale, où la prise en compte de l'ensemble des itérations du personnage ou presque vont contribuer en même temps dans notre ressenti. Dans ce genre de page, même si on suit une lecture linéaire, ce n'est pas juste l'addition progressive des cases qui donne sens à la narration, mais bien leur impact en tant que groupe qui s'appréhende aussi avec une vue plus globale et qui peut ainsi aussi donner vie autrement à l'espace qu'ils occupent et qu'ils traversent. Et voilà qui conclut cette vidéo. Alors le thème est loin d'avoir été abordé entièrement, l'exhaustivité me semblant de toute façon impossible. Chaque planche, chaque nouvelle invention, réinterprétation d'une mise en scène de mouvement peut apporter une nouvelle brique à l'édifice, et on aurait pu avoir 100 exemples de plus sous la main pour encore tenter de mieux cerner cette problématique. C'est quelque chose qui se construit vraiment sur le très long terme. Mais j'espère néanmoins que cela vous aura inspiré, fait voir différemment certaines pages, et n'hésitez pas à me dire si vous avez des points de désaccord ou quoi. Merci à tous et toutes, et si je trouve l'énergie pour ça, à bientôt pour de prochaines vidéos.